lorsque César s'aperçoit qu'il y a cette attaque des 60 000 meilleurs Gaulois de l'armée gauloise attaquant le Quinte Nord, et il envoie Brutus, le fameux Brutus, n'est-ce pas? Il envoie Brutus avec quelques cohortes en soutien. Et il envoie aussi l'abbé Aenus, qui est son lieutenant, qui est donc effectivement son chef d'état-major, dirais-je, avec la possibilité donc de renforcer ces deux légions qui sont attaquées par 60 000 Gaulois. Alors les 60 000 Gaulois, ils sont un petit peu tous entassés dans cet Albègue-là. Mais comme il y a, je vous l'ai expliqué, il y a des sortes de gants, bon, bah, ils s'enfoncent dans les sortes de gants entre deux fortifications, ils essaient de passer, mais d'un autre côté, en même temps qu'ils essaient de passer une fortification, ils reçoivent des jets, des traits et des scorpions de par derrière. Donc ils ont beau être nombreux, c'est quand même assez difficile pour eux de franchir ces fortifications. Néanmoins, du fait qu'ils ont en face seulement 2 légions, c'est-à-dire 5 et 5, 10 000 hommes, ils ont seulement 10 000 hommes en face, ils sont 60 000, donc ils arrivent quand même à passer parce qu'ils apportent de la terre, ils apportent des échelles, donc ils forcent un petit peu le passage. Lorsque Vercingétorix apprend qu'il y a cette attaque générale, puisqu'il était midi passé, il voit aussi qu'il y a des batailles sur le creux de la plaine. Vercingétorix descend, mais c'est comme d'habitude, il n'arrive pas non plus à percer parce que les fortifications sont formidables. Alors, voyant qu'il y a cette attaque au camp nord, lui, il ordonne que l'on passe les Prérupta. Alors les Prérupta, c'est exactement à cet endroit-là, c'est-à-dire que c'était un endroit où les Romains avaient fini leur fortification, le fait qu'on arrivait dans le canyon. Alors dans un canyon, faire des fortifications dans un canyon, c'est impossible. Donc les Gaulois passent juste à l'endroit où il y a la fin des fortifications, ils se trouvent devant une falaise, mais ils peuvent monter la falaise, et ils peuvent attaquer ensuite par derrière, ils franchissent donc ces fortifications, et ils franchissent les Prérupta, et ils arrivent à monter. César est au courant, il prend 4 cohortes, et avec les cohortes de cavaliers, il va donc en haut des Prérupta, et repousse l'attaque des Gaulois sur les Prérupta. Mais il s'avère que, étant à l'attaque et à la défense de ces gens qui montent les falaises, il apprend quand même que les légions là-haut sont en difficulté. De Labienus qu'il avait envoyé, Labienus lui dit nous sommes quand même en difficulté. Et alors César envoie 36 cohortes qu'il prend dans les réserves et qui étaient disponibles. Alors 36 cohortes, il faut quand même savoir qu'une cohorte, c'est 3 manipules. Une manipule c'est 200, donc une cohorte fait 600. Si vous avez 36 cohortes, vous avez environ 40 000 soldats. Et 40 000 soldats, ça fait plusieurs légions, 1, 2, ça fait presque toute l'armée romaine, et alors qu'il a la chance de pouvoir prendre dans les réserves. Alors en fait, c'est tout simple, c'est parce qu'il y avait encore des réserves sur le bas. César s'aperçoit que l'attaque n'a pas lieu en bas, mais elle a lieu là-haut. Donc il fait venir les 36 cohortes, et alors les 36 cohortes arrivent par le bois de Chancel. Donc César lui-même met son manteau rouge, et il a ses cohortes de cavaliers, et avec les légionnaires romains qui sortent de la forêt, et César qui est devant, et qui descend donc cette colline-là vers les combattants, évidemment, ils sont tous très impressionnés, et les Gaulois commencent à douter un petit peu de la réussite de leur attaque. Et notamment parce qu'ils n'ont pas réussi à franchir les fortifications qui leur permettent de descendre dans la plaine de Siam. Donc, ils continuent à recevoir des jets, des javelots, et là, ils voient arriver les légions, 36 cohortes, les unes
alignés en ordre, comme peuvent faire les légions romaines. Et là, c'est la crainte qui fait qu'ils ne savent plus très bien quoi faire. Et ils continuent à combattre jusqu'à ce qu'il y a là, effectivement, le déclic qui explique la fin de la bataille. Bon, c'est d'une part, évidemment, 240 000 moins 60 000. Ici, vous avez 180 000 Gaulois qui essayaient de passer, mais c'est pas évident, puisque quand on va se battre contre une tour, on est à peut-être 20-30, mais on n'est pas des milliers. C'est un verrou. C'est un verrou pour à la fois l'armée gauloise, c'était un verrou pour l'armée romaine qui ne pouvait pas continuer à avancer, mais c'est devenu aussi un verrou pour cette armée gauloise qui, elle, aurait voulu libérer les assiégés. Peut-être qu'ils n'étaient pas assez nombreux, peut-être qu'en voyant seulement 60 000 Gaulois, ils auraient peut-être pu en envoyer beaucoup plus, et notamment en mettre en renfort. Toujours est-il que le rideau va tomber. Pourquoi? Parce que César, qui avait en réserve sa cavalerie de Germain, leur fait faire un grand tour. Il fait faire un grand tour, caché évidemment, et il les fait faire un grand tour jusqu'à Tréfet et jusqu'à la Singe. Et lorsque Singe, ça veut dire cindre. Cindre, ça veut dire probablement qu'il y avait des campements aussi, qu'il y avait des fortifications romaines du côté de la Singe. Singe, c'est cindre un petit peu, c'est entouré. Alors, les Germains, alors au lieu d'arriver à la Singe, disons qu'ils arrivent du côté du Blachet, mais en tout cas, ils arrivent par derrière l'armée gauloise. Par derrière, c'est 60 000, ce qu'il en reste. Et alors là, c'est la terreur qui s'installe, évidemment, tout de suite, dans ces 60 000 meilleurs guerriers gaulois qui n'ont plus qu'une idée, c'est s'enfuir. Et alors ils s'enfuient, mais les Germains les poursuivent, et ils sont tous massacrés. Tous massacrés. 60 000 meilleurs guerriers gaulois sont massacrés. Quelques-uns arrivent à courir jusqu'à la grande plaine de Champagnole, où il y a peut-être encore une centaine de mille de guerriers qui sont dans leurs tentes en attendant le résultat de la bataille, puisqu'ils en ont envoyé un petit peu à droite et à gauche, mais le gros de l'armée est encore là. Les survivants, il n'y en a peut-être pas beaucoup, et des dizaines arrivent au camp, leur disent ce qui s'est passé, et à ce moment-là, tout le monde s'en bat. César nous dit que les cavaliers vont poursuivre jusqu'à minuit. C'est important parce que c'est la période de l'équinoxe et c'est l'époque où le jour est égal à la nuit. Donc jusqu'à la nuit, les cavaliers poursuivront les Gaulois, ils en tueront beaucoup. Mais il arrête donc de les poursuivre parce que tous se dispersent et retournent dans leur tribu primitive. Et là, le lendemain, Vercingétorix apprend sa défaite. Vercingétorix, qui a réussi quand même à rester un mois dans cette ville assiégée grâce à la dimension, parce que la dimension de l'oppidum, elle est de 1000 hectares. Dans ces 1000 hectares, il y avait des bœufs, il y avait des moutons, il y avait des chèvres, il y avait tous des troupeaux, il y avait des réserves de blé. 80 000 personnes ont pu tenir un mois, et Vercingétorix nous dit qu'il avait fait le détail de toutes les provisions pour pouvoir tenir un mois, parce qu'il savait qu'il y aurait à peu près un mois pour faire venir l'armée de secours. Et donc il avait fait le détail de tout ce que chacun devait manger, pouvait manger, et il avait rationné en quelque sorte
ces divisions, il avait rationné toutes ces unités en leur disant vous avez tant à manger mais le délai d'un mois est passé, l'armée de secours est partie, donc Vercingétorix à ce moment-là a décidé que la fin était arrivée et donc il déclare qu'il se donne lui-même en dévotion, c'est-à-dire qu'il donne son corps pour que les autres soient épargnés. Donc il fait la route jusqu'à Siam, où là, devant César, et dans le camp de César, il dépose ses armes et il se rend. Il faut quand même penser aussi que Vercingétorix aura un sort assez abominable, dans la mesure où César le fait enfermer dans une cage en fer. Il le trimballera pendant un an dans toute la Gaule. Il le montrera comme si c'était un animal dans une cage. Il dira voilà le sort de tous ceux qui s'opposent à moi. Parmi les survivants, donc il en libère quelques Éduins parce qu'il veut absolument pouvoir retrouver l'amitié des Éduins. Et le reste des 80 000, ils sont vendus, ils sont donnés aux soldats en esclavage, en esclaves. C'est-à-dire qu'en fait, pour un soldat romain, avoir un esclave, c'est formidable dans la mesure où pour lui c'est une propriété et qu'il peut le revendre. Donc c'est pillé, c'est détruit, c'est rasé, tout est en ruine, il ne reste plus rien.